Je vous propose d'attaquer tout en douceur, du coup, avec ce calendrier 2024 qui est 6 juin. On a donc organisé un calendrier régional, hein, un petit peu en quelque sorte, avec au début une tournée asiatique, Moyen-Orient, Bahreïn, Jeddah, Australie, Japon, Chine, petit passage en revenant en Europe à Miami, puis l'Émilie-Romagne, Monaco, le Canada hein, aussi qu'on a récupéré visiblement, qui sera notre Grand Prix de France à nous. Et ensuite l'Espagne, l'Autriche, Royaume-Uni, la Hongrie, la Belgique qui clôturera toujours donc la première partie de saison, les Pays-Bas, l'Italie, et ensuite retour en Asie avec l'Azerbaïdjan, Singapour, les États-Unis, ensuite pour la tournée américaine, le Mexico, le Brésil, Las Vegas, et on retourne au Moyen-Orient, le Qatar, Abu Dhabi. Bon, on va un peu découper ça dans quelques instants, mais je ne sais pas, peut-être pour commencer avec vous, cher Monsieur Moyen, que pensez-vous de ce découpage hein, parce que, si je me permets d'allonger un peu mon introduction, quand la Formule 1 a annoncé il y a quelques années qu'ils avaient l'intention de réduire leurs émissions carbone et tout, on se disait, ouais, bon, ben, qu'on arrête déjà de faire des Brésil, Qatar, États-Unis et ensuite on en rediscute. Ils l'ont fait, hein. Oui, ouais, complètement. Alors, je suis assez étonné parce que du coup, moi, je ne m'y attendais pas du tout à ce qu'ils régionalisent à ce point. Bon, il y a quand même quelques anomalies qui me dérangent un peu, mettons le Canada tout seul, puis après retour en Europe. Enfin, non, plutôt Miami, d'abord Miami, ensuite retour en Europe, ensuite on va au Canada, ensuite on repart en Europe. Bon, mais bon, après, c'est vraiment la seule anomalie, on va dire. Le fait de mettre le Japon en début d'année, c'est assez bien trouvé, je trouve. Et après, bon, fin d'année, tournée américaine, c'est assez logique, mais je crois que c'était déjà le cas avant de toute manière. Finir l'année avec Ouais, bah, Austin, Mexique, Brésil, etc. Et voilà. Après, bon, aussi, c'est un peu dommage de commencer l'année au Moyen-Orient avec Bahreïn, Arabie Saoudite, et ensuite retourner au Moyen-Orient pour finir la saison. Mais après, il y a, je crois, 8 mois qui se passent entre les deux dates, donc bon, à la limite, c'est pas non plus gravissime, on va dire, comparé à Miami, Canada, qui est pour moi inexcusable et impardonnable. et je te sens vraiment que tu n'as pas l'âme à pardonner, pourtant tu es quelqu'un de très conciliant, hein. J'en témoigne. Oui, oui, tout à fait. Oui, parce que évidemment, alors on va rester quand même sur les contraintes contractuelles et financières, puisqu'on sait que Abu Dhabi donne évidemment une énorme prime pour s'assurer d'être le dernier Grand Prix de la saison, à l'instar de Bahreïn qui ouvre le calendrier. Axel, pour passer vers toi, comment tu vois un peu ce calendrier? Est-ce que tu as aussi des remarques sur Ben, le sujet? concrètement, la même remarque, parce que quand on regarde, ça commence bien. On part dans le bon sens avec Bahreïn, Arabie Saoudite, Australie, Japon, Chine. Et puis finalement, on décide de faire machine arrière avec justement ce truc incompréhensible que j'ai jamais compris avec Miami. En plus, c'est en triple header, hein, ça se suit tous les week-ends quasiment là. Miami, Il y a 2 semaines. Émilie-Romagne, Monaco. 2 semaines, pardon. Oui, Ouais. ouais, entre la Chine et Miami, il y a 2 semaines, et après, oui. Ouais, Non, après, même Miami et Émilie-Romagne, il y a 2 semaines, hein. ouais. Et après, ça se suit avec Monaco et le Canada. Ce truc-là, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris pourquoi on foutait tout le temps le Canada à ce moment-là. Parce que de toute façon, à chaque fois, il va flotter. Donc honnêtement, on peut les mettre n'importe quand. Il va flotter Alors, ou il va faire froid. Donc on peut les mettre un mois plus tôt. Euh, bah, je ou au crois qu'un pire, mois plus tôt, il y a trop de risques de verglas. il y a il y a des chiens de traîneau qui vont pousser les bagnoles. Mais non, c'est vrai que ça commence bien. Le milieu de tableau et le milieu de calendrier est correct, il est bien tenu. La fin de saison est aussi à peu près bien tenue parce qu'on voit que entre Singapour et Austin, il y a un très long gap. Donc c'est pas trop gênant, ça laisse le temps aux équipes de retourner dans les QG, de se préparer pour repartir aux États-Unis. Ça fait pas un chassé-croisé complet. Il y a juste, oui, voilà, cette connerie de Miami, Émilie-Romagne, Monaco, Canada que je comprends pas. Jamais compris ce délire-là, donc on verra ce que ça. Enfin, on verra rien parce que ça va pas forcément changer les écuries parce qu'ils ont l'habitude vu qu'ils le font depuis toujours. Mais c'est sûr que ce fameux petit
zéro carbone, là, il prend un coup pour l'instant. Oui, c'est vrai que Miami, à part se prendre peut-être 15 degrés de plus entre début mai et milieu juin, je suis pas certain que Enfin, s'il faut que le Canada se tienne à tout prix au mois de juin, et encore, hein, je rappelle qu'au début, c'était au mois d'octobre, le Grand Prix du Canada, quand il est arrivé au calendrier, au temps jadis. Donc, il y a Là, peut-être moi, moyen, mais après, il y a un truc que je comprends pas, c'est que par exemple, là, sur ce calendrier, après, je connais pas spécialement les conditions météo à Singapour, mais pourquoi ils auraient pas pu switcher, par exemple, Singapour-Miami? Alors, c'est sûr que pour les États-Unis, ça fait 2 grands prix côte à côte et que je pense qu'ils veulent avoir le maximum de spectateurs américains sur place, donc il faut leur laisser le temps de reprendre un peu de flouze, on va dire, pour s'acheter des places. Et ça aurait Non, été et puis beaucoup, même ça aurait été entre beaucoup Miami et plus. Austin, il y a plus d'écart qu'entre l'Espagne et Non, mais en et Monaco, échange, quoi. c'est-à-dire que tu fais Singapour au mois de mai avec la Chine Ah, d'accord. et que Miami vire de l'autre côté. Ou par exemple, sans parler de Miami, tu laisses Miami là, mais tu vires le Canada. Parce que regarde, entre Singapour et les États-Unis, tu as un mois, et ben tu peux très bien caler le Canada fin septembre. Parce qu'en septembre, le Canada, c'est largement correct pour faire une course. Bah, c'est vrai que aussi la transition Italie, Azerbaïdjan, Singapour, États-Unis, c'est des sauts de kangourou, hein, pour y arriver. Après, bon, c'est le début. À titre perso, bah, je rejoins moyen sur le côté. J'étais extrêmement surpris de les voir intégrer ce calendrier. En plus, il y a vraiment eu zéro com au préalable, hein. Ils n'ont pas dit ouais, on va essayer tout. Non, c'est direct. Ils l'ont sorti. Ils ont dit bah voilà, on a fait un calendrier par région du monde. Donc, il y aura vraiment une tournée asiatique, une tournée européenne avec Miami et le Canada et petite tournée asiatique, tournée américaine. Donc, ça peut être original et intéressant. De toute façon, je me rappelle dans les années 2000 et même ces dernières années, mais c'était vraiment beaucoup plus marqué à cause du décalage horaire. Mais on commençait la saison en Australie, ensuite il y avait le Brésil, enfin, c'était à des horaires improbables et ensuite on arrivait sur des... Et puis Sepang aussi, qui est en début de saison, j'ai vu quelqu'un le noter dans le chat. Sepang, on pense bien évidemment toujours à toi, tu reviens quand tu veux, tu seras toujours le bienvenu en Formule 1. Donc voilà pour ce calendrier. L'ouverture à Bahreïn en Arabie Saoudite, de ce que j'ai compris, donc ce sera des samedis, les Grands Prix. Donc ce sera un premier changement. Donc évidemment, encore une fois, je pourrais pas voir la qualification parce que c'est le vendredi. Je suis dégoûté. Si au moins ils nous faisaient le sprint le dimanche, tu vois, ça ferait un truc. Mais bon. On va se faire chier le dimanche alors. Hein. Putain, c'est clair quoi. Parce que du coup, ça sera le 3 mars le dimanche. On est encore sur une fin d'hiver, ça va être un petit peu une journée d'attente. Hein. Ah bah, c'est sûr que ça va pas être une journée du mois de mai où tu as les 500 miles Monaco, les 24 heures, je sais pas quoi, partout à travers le monde. Donc voilà, le petit début de calendrier. Hein. Honnêtement, on a vu que ça marchait pas trop mal, hein, je trouve, sur ce début de saison. L'Arabie Saoudite est précédée par Bahreïn, à condition bien évidemment qu'il n'y ait rien qui flotte dans le ciel qui ne devrait pas y être. L'Australie, un petit classique, l'Australie, ça fait toujours plaisir, je pense, de revoir Melbourne au calendrier, même si, il est déjà revenu depuis 2 ans maintenant. Et ensuite, effectivement, le Japon et la Chine, la dernière fois qu'ils se suivaient, ça devait être en 2008-2009, quand la Chine était à la fin du calendrier. Bon, c'était toujours la tournée très sympa, je trouve, dans les années 2000, parce que c'était la période de la saison où il pleuvait beaucoup. Et si vous vous rappelez un peu les éditions 2006, 2007, 2008, 2009, il y avait le Grand Prix de Chine qui était sous la pluie. En 2007, c'était les deux, Japon et à Fuji et la Chine, où il pleuvait. Et 2008, il pleuvait juste en Chine, mais on avait eu un Grand Prix du Japon assez fou. Donc, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était un petit duo qui marchait bien, je trouve, avec les conditions météorologiques. Bon, maintenant, Miami.
Allez, un peu d'enthousiasme. Voilà. Ouais. Ouais, ça dit tout. Hein. Visiblement, la hype n'a pas encore pris de Miami. Enfin, elle a pris du côté de F1 Media et tout, mais au côté des fans, pas trop. Alors, je pense que la hype avait pris avant qu'il y ait le premier Grand Prix. Avant qu'il y ait la Marine en bois, avant qu'il y ait tout ça. Ah ouais. Et une fois que le Grand Prix a pris l'an dernier, bah, la hype, elle s'est terminée. Et puis cette saison, pour moi, ça s'est confirmé. Ouais, bon, c'est... Du coup, ils vont mettre le paquet sur Las Vegas pour compenser. Oui, c'est un tracé totalement médiocre. Et c'est pour ça que, moi en tout cas, j'ai la petite hype pour Vegas, juste pour le côté spectacle qui vont nous balancer dans la gueule, hein, en compensation de ce qu'on a eu à demi-mot à Miami avec l'intro des pilotes, etc., mais qui était en plein jour, qui était du coup un peu nul. C'était pas, ils se sont pas allés à fond dans le délire et à Vegas, ce Grand Prix de nuit, Vegas et tout, j'attends en prendre plein la gueule et à la fin me souvenir que putain, Hamilton il est rentré sur je sais pas, sur du Tupac et il y avait des éclairages partout et il y avait un mec qui le suivait au Projo jusqu'à sa voiture et tout, enfin voilà quoi. Si je peux me permettre, le truc qui serait vraiment ouf, c'est qu'il entre en scène sur un Tupac en live. Ouais, ce serait extraordinaire. Ce serait extraordinaire. Mais bon, oui, j'ai découvert moi aussi les IA qui chantent. J'ai entendu Frank Sinatra chanter. J'allais dire Frank Sinatra, très bien fait. C'était incroyable. Donc, il y a moyen de vivre un peu plus cette nouvelle hype à Vegas, mais oui, c'est clair que ça n'a pas pris du tout. Et puis, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais pour moi, les conditions sécuritaires à Miami sont vraiment désastreuses. Ça va, c'est pas si mal. Voilà. On se comprend parce que c'est vrai qu'il n'y a rien eu cette année, mais l'an dernier, en essai, il y a Sainz et Ocon qui se sont vraiment fait mal et puis même, ça craint vraiment là-bas, je trouve, les dégagements et toutes ces choses, mais bon. The Dev Breton qui faisait une bonne remarque, le Grand Prix de Chine. Voilà, si on peut y aller, mais visiblement, ça devrait être bon pour l'année prochaine. Visiblement, on a envoyé quelqu'un, nous, de l'équipe sur place. Il y a des chances que ce soit repoussé encore d'1 an, parce qu'il est du coup très mal en point, cloué au lit. Comment c'était la situation en Chine concrètement, Aurélien ? J'ai signé une clause de confidentialité. Oui, c'est vrai qu'ils t'ont. Oui, c'est l'aspect Ils l'ont mis en quarantaine pour 3 ans. Donc... Ouais. Oui, parce que c'est vrai que c'est d'ailleurs pour ça que tu as un réseau pas top, c'est que tu streams directement depuis l'autre bout du monde. Là, il est 14h chez toi, si je dis pas de bêtises. Oui, d'où l'éclairage massif sur ma tronche, en fait, le plein soleil dehors notamment. Oui. Avec le wifi de l'hôtel. C'est ça. Sera un peu la surprise, mais j'ai cru comprendre. Bon, est-ce que c'était de la com ou quoi ? Je sais pas, j'ai pas plus vraiment d'infos pertinentes là-dessus. Et puis évidemment, est-ce que je vais retrouver ceci ? Un très grand merci à Maximus pour son abonnement sur le Twitch pour le 17e mois consécutif, qui nous souhaite un bon live à tous. Et bien, bon live à toi aussi. Et merci la Sardine22 qui s'est abonnée aussi sur le Twitch. Je le vois. Bon, pour poursuivre un petit peu cette lecture du calendrier, ensuite, du coup, on a notre petite tournée de Grands Prix phénoménaux avec un X. Donc, Miami, Émilie-Romagne, Monaco. Hop, un petit coup de hype à nouveau. Mais bien chiant. Ouais. Heureusement, il y a le Grand Prix de Pau en mai pour rattraper tout ça, bien évidemment. Ouais, alors, Tim, le Grand Prix de Pau. Oui, mais parlons-en du Grand Prix de Pau. Moi, il n'y a pas de souci, on peut en parler. Alors, quelles sont les catégories qui seront ? Parce que je ne sais pas si on peut encore appeler des catégories à ce niveau-là. Alors, mis à part le FO.
Alors le FO je pense pas qu'il revienne d'ailleurs. Hein, le FO, pour être honnête, ça c'est. C'est-à-dire ça que s'est la pas pire très bien catégorie passé. qu'il y avait. Non, Je par veux contre, pas trop. j'ai premier degré des infos sur les catégories qui peuvent venir. Ça n'a pas été annoncé officiellement, donc je peux rien dire. Mais il y a enfin, au moins une catégorie très cool qui devrait revenir à. La Twin Cup. Ça c'est classique. Merci Tony. Ouais, donc cette petite tournée Imola-Monaco-Canada. Alors cette année, on a un peu été. Je vais pas. Tima Dupont, bien joué, JF. Je vais pas me montrer trop heureux de ne pas avoir eu l'Émilie-Romagne cette année quand on sait les conditions pour lesquelles il n'y a pas eu de Grand Prix là-bas cette année. Mais bon, ça n'empêche que Imola, globalement, on a eu 2 éditions, enfin 3 éditions depuis son retour et 2 sous la pluie. C'était pas ouf à chaque fois, quoi. Donc, encore celle de 2021 a un peu été aidée par les crashs et tout, mais sinon c'était un peu n'importe quoi. Enfin, en termes de divertissement, Monaco, bah, c'est Monaco, hein. On aime, on n'aime pas. Le Canada, j'ai trouvé que depuis 2-3 ans, ça s'arrangeait un peu quand même, les courses là-bas, mais ça reste pas digne de ce que c'était jadis. Et ensuite, on va continuer la tournée du fun avec Barcelone. Après, honnêtement, petite pause peut-être. Aurélien, qu'est-ce que tu as pensé de cette édition 2023 de Barcelone avec le tracé qui a été redessiné? Est-ce que pour toi, ça apportait une nouvelle philosophie un peu Bah, ça reste sympa, enfin plus sympa qu'avant, bien sûr, mais ça m'a pas mystifié en tout cas. Moi, devant ma télé, j'étais voilà quoi. J'ai vu de meilleures courses dans ma vie, je pense. Et ouais, grosse phrase, gros statement en disant ça. Ouais, non, mais c'est. Mais après, connaissant Barcelone, bien évidemment, ça n'a non plus jamais été la course du siècle. Ah oui, non, c'est sûr. Voilà, Après, à choisir entre Barcelone et Imola, bon, ce serait vraiment super difficile, mais je prends Barcelone quand même. Déjà, tu peux doubler. C'est intéressant. Oui, Voilà. oui. C'est la seule raison pour laquelle il prend Barcelone d'ailleurs. Oui, hein. c'est juste ça. Hein. Et puis, bon, en termes d'image classique, Barcelone, je pense qu'on peut pas enlever le fameux Mansell Senna, qui est une image purement incroyable qu'on doit nous ressortir tous les ans, Bon, alors que Imola... Il y en a aussi des images classiques à Imola, c'est juste qu'on les ressort pas tous les ans. Mais... Aïe, 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 Tous caramba. les années qui se terminent en 4, Yes, je pense, à la limite. j'allais y venir. Oui, en plus, demain, c'est vrai que l'an prochain, ce sera le 40e, 30e anniversaire de la disparition de Ayrton Senna. Donc, ouais, c'est sûr que c'est pas un anniversaire très, très joyeux. Donc, ouais, c'est pas le genre de truc auquel on a forcément envie de repenser. Et c'est vrai qu'Imola, c'est pratiquement que ça aujourd'hui. Et c'est dommage, c'est un magnifique tracé, mais il a pratiquement que cette tragédie pour son histoire, même s'il y a eu voilà, des choses qui se sont passées là-bas par le passé, comme par exemple la superbe course en 1982 où il y a les 3/4 du plateau qui n'a pas eu côté l'épreuve. Et ça s'est traduit par une course où les 2 Ferrari ont dominé et Didier Pironi n'aurait pas respecté les consignes d'équipe et volé la victoire à Villeneuve, tout ça. Bon, si, il y a eu 2-3 trucs aussi, il y a eu 2-3 courses pas mal sous la pluie, je crois, au début des années 90, mais sinon... Il y a 2005 ou 6. Oui, mais oui, si, mais je suis con, on nous ressort tous les ans Alonso Schumacher. Celui-là, pour le coup, on nous le ressort tous les ans, vraiment. Ouais, donc, Alors, un truc bien que je dois donner au crédit de la F1, par contre, c'est que cette année, bon voilà, on n'a pas eu de Grand Prix en Émilie-Romagne, et ils ont diffusé sur YouTube le Grand Prix d'Imola de 2005, justement. Donc, je trouve que c'est bien quand ils font ce genre de choses. Ils l'avaient fait pas mal pendant le confinement, qu'il n'y avait pas de Grand Prix, de diffuser des courses classiques, tout. Je trouve ça vraiment bien de compenser et en même temps
de mettre à disposition d'anciens fans de voir des courses un peu comme ça. C'était pas le meilleur Grand Prix du monde, mais ça reste un classique justement avec cette lutte. Et puis un peu la remontée de Schumacher qui était quand même assez exceptionnelle aussi. Patrick, sans la chicane inutile à la fin, c'était sympa, mais pas plus qu'il faut. Oui, je pense qu'on se rejoint pas mal là-dessus, mais moi, ce que j'ai beaucoup apprécié avec bah, la disparition de cette chicane, c'est juste que la vitesse à laquelle les F1 sortent du dernier virage est totalement différente et c'est très plaisant à voir. Là, je trouve cette caméra qu'on a juste devant la ligne de départ arriver, quand on voit les bagnoles arriver, tu as l'impression qu'elles vont se foutre dehors. Enfin, je trouve que là, pour le coup, c'est vraiment impressionnant. Alors qu'avant, elles étaient en pleine phase de réaccélération, tout ça, c'était assez différent. Bon, pour la suite, j'ai envie de dire que là, il n'y a pas trop à se plaindre. Hein. L'Autriche, Silverstone, Budapest, Spa. Étrangement, Budapest, c'est quand même incroyable de se dire ça, mais c'est presque devenu un classique ces dernières années parce que avant Budapest, oui, non, mais je me rappelle dans les années 2000, quand j'ai découvert la Formule 1, tout ça, je savais que le Grand Prix de Hongrie, on était parti pour se faire chier pendant 1h30. Là, ouais, pour le coup, ça doit être le seul circuit où, depuis que les Formule 1 vont 15 secondes plus vite au tour, c'est devenu un meilleur circuit, quoi. Enfin, non pas que la course soit meilleure, hein, parce qu'il y a quand même certaines sections, enfin à peu près tout le deuxième secteur qui est totalement impossible à rouler en course. Hein. Les bagnoles sont énormes et déjà qu'avant ça passait pas, là c'est pire. Mais le premier secteur, les virages 1, 2, 3, 4, il se passe des choses, il y a des belles luttes, donc c'est vraiment très plaisant. Et les dépassements ne sont pas non plus, j'ai envie de dire, c'est pas du Spa-Francorchamps dans la ligne droite de Kemmel avec le DRS où le dépassement est terminé 500 mètres avant le point de freinage. Donc là, vraiment, on a des vrais dépassements, des choses comme ça, et c'est assez plaisant. La question va se poser après pour la Hongrie, avec le nouveau circuit qu'ils ont inauguré cette année, le Balaton Park. Ils ont le contrat jusqu'en 2036, de ce qui a été annoncé de mémoire il y a 3 semaines. Maintenant, est-ce que c'est la Hongrie qui a le contrat? Est-ce que c'est le circuit, l'actuel Hungaroring qui a le contrat, ou est-ce que ça peut bouger au Balaton Park? Et qu'est-ce que ça va donner ce Balaton Park auquel cas? À suivre. Moi, j'ai pas du tout. Je savais même pas qu'il y avait l'ouverture d'un nouveau circuit. En fait, en Hongrie, donc là, ils ont construit à neuf, littéralement, un circuit de grade 1 avec la volonté justement d'avoir des infrastructures, des équipements beaucoup plus récents que l'actuel Hungaroring. Donc, en toute logique, ce circuit serait voué à remplacer l'actuel Hungaroring, donc le Balaton Park, pour les événements majeurs, quoi. Vu que là-bas, tout est flambant neuf, que ce soit zone de dégagement, équipement de sécurité, pit building, tout est complètement neuf, quoi. Alors, j'ai une question. Ils nous ont fait un Manicourt, en fait. Hein. Ils ont fait un Manicourt, quoi. D'accord. Parce que sinon, ce qui aurait été cool, ça aurait été de garder le même tracé. Juste de le. Ça, du coup, ils repartent sur un nouveau tracé complet. Et si c'est une purge, franchement, on va se mordre les doigts de ne plus aller sur ce circuit-là. Voilà. Donc, advienne ce qui pourra. Et puis, Dieu seul le sait, j'ai envie de dire. Alors, je t'ai envoyé, Mick, un lien de France Racing qui parle du Balaton Park et il y a un tour embarqué ça doit être Assetto Corsa. Ah bon, c'est encore mieux, j'avais trouvé la carte. Eh ben, est-ce qu'on va essayer de pouvoir partager ça? Hop. Partager. Notre fenêtre. Oh, voilà. Comme quoi, même quand il est pas là, on voit sa gueule. Hein. Des bisous à Gazou.
Ok, donc... alors, destin, en plus. La map, je la trouve très intéressante, déjà. Ouais. Il y a tout, là. Oui. Il y a du serré, il y a du rapide, il y a de la courbe, il y a de la ligne droite. Là, il serait capable de nous pondre 4 zones de DRS, là. Facile. Bah oui, carrément, t'as 4 lignes droites. Ouais. Enfin, ligne droite, t'en as 2 un peu en courbe, mais tu peux la mettre. Hein. Bah, le premier complexe, je le trouve assez intéressant parce qu'il permet de bien générer cette ligne droite 4 et 5. Je pense on voit pas bien les numéros sur le stream. Mais voilà, là, on est dans cette section, du coup. Virage 6-7, avec la vidéo qui lag un peu en plus. C'est génial. Bon, une chicane qui sert à rien, il en faut de partout. Bah, surtout qu'après, tu as une épingle à cheveux. Donc, Voilà. Et puis, c'est pareil, c'est une épingle qui est très importante pour la ligne droite. Là, je pense peut-être coup d'aspiration, DRS, tout ça, ça peut bien marcher. Même si je comprends pas trop l'intérêt de ces lignes droites un peu en courbe. Alors, désolé, hein, ça lag un peu. Ouais. Ah, la chicane est assez rapide. elle est très rapide, intéressant. cette chicane. Ouais. Elle est très On dirait ouverte. pas sur le papier. Ok, celui-là, je l'ai pas vu venir avec la route qui continuait tout droit. Et bon, bah là, la map a disparu, mais on doit revenir à peu près. Là, on est sur la ligne droite de départ arrivé. Premier virage. Ouais. Ok. Alors, je le trouve très court. Ouais, il fait beaucoup plus long sur la map, mais. Ouais. Et je vais vous envoyer le lien dans le chat parce que j'ai de la vidéo. Parce que bon, on a volé. C'est vrai que c'est pas beaucoup, quoi. Quelques vues à la bah, c'est à peine plus long que Monaco. Ouais. Donc voilà. Ouais, non, c'est pas inintéressant. Ce serait sympa de voir ça pour le coup. C'est un circuit pour Pérez, ça. Mauvaise qualif, et après il double tout le monde au DRS, il finit deuxième. Ouais. Driver of the day, tout. Magnifique. Non, pour le coup, c'est un des rares circuits, des circuits modernes, nouveaux circuits, qui me semble intéressant sur le papier. Après, à voir, voilà, est-ce qu'il va vraiment venir en F1? Est-ce que, en toute logique, oui. Après, pour l'instant, rien n'est dessiné, mis à part voilà, ce prolongement de contrat jusqu'en 2036 pour la Hongrie en général. Okay. Merci Rally50 qui a offert 1 mois d'abonnement à Mathieu. 6. Voilà. 6 6 mois. Oui, il a offert... Ça fait 6 fois plus que 1. Ah oui, pardon, c'est que 6 mois d'abonnement de niveau 1, j'avais pas lu, d'accord. Bah, merci beaucoup, c'est fort aimable. Bon, il y a la pub Twitch qui va se lancer, donc on va la laisser se lancer et puis regarder quelques messages du chat en attendant. Alors, toujours Ali50 qui demande « Il est où le Grand Prix de France, Tony ?» Il est pas là. Il est sur le parking de l'Alliance Riviera. Ah bah non, c'est à côté. Catastrophe. De l'accord Hotel Arena même, j'ai envie de dire. Grand Prix de France, non, il est pas là, mon plus grand désespoir, malheureusement. Mais je reste confiant d'ici la fin de la décennie pour un petit retour. Ça va, t'es large. Ça va. Je me laisse plus que 6 ans du coup. Donc ça va, je suis large. Ça va vite, n'empêche. Ça va vite. Ça va trop vite. En plus, je crois que t'étais pas là hein, quand il y avait un peu les rumeurs de retour de Manicourt, tout ça. On en a un peu ri. J'étais pas en live, mais j'ai quand même suivi le dossier entre guillemets de près ou de loin. Il y a des infos qui circulent forcément au niveau du Paul Ricard avec Jean Alési du coup qui est président du circuit et qui est ambassadeur de la Formule 1. Donc voilà, ça parle aussi de son côté. Il y a Pierre Guionnet Dupera, donc ex-directeur de communication du GIP, donc de l'organisateur groupement d'intérêt public, qui pareil lui a quelques infos. Voilà, ce qui s'entend, c'est des pourparlers entre Estrosi, donc l'actuel maire de Nice, et président PACA, et conjointement avec le président de la FFSA, j'ai plus son nom malheureusement. Joël Doval. Merci, je te remercie. Pour des pourparlers, pour discuter, pour essayer de monter un dossier entre guillemets pour le ministère des Sports et pour le gouvernement,
pour lier le budget, la tenue de l'événement, bien sûr, et l'écologie. Voilà, les 3 piliers que veut mettre en avant le ministère et le gouvernement. Et puis voilà, donc des pourparlers entre Manicourt, Paul Ricard, le retour possiblement du Grand Prix de Nice en urbain. Donc voilà. Après, rien de décidé, rien de sûr, uniquement des suppositions et des bruits de couloir actuellement. D'accord. Grand Prix de Nice en urbain, ça. Ah, tu vas prendre note des Anglais. Mais... C'est le truc le plus débile que j'ai jamais entendu. Hein. Après, c'est l'option la moins viable actuellement. Non, totalement. Je suis désolé, mais à ce moment-là, tu fais un circuit Nice-Monte-Carlo à ce rythme-là, tu vois. Non, mais il y a combien de kilomètres entre les deux? Tu vois, tu te fais une énorme épreuve d'endurance à l'ancienne. Tu sais, c'est comme le Ringueux ou tous ces trucs. Allez, hop, on se fait le Nice-Monte-Carlo. Ça se tente. Je réponds juste à une question. Cela est-il possible de le faire au Mans? 2 choses. Déjà, l'ACO, donc l'Automobile Club de l'Ouest, ne veut pas. C'est ça. Ne veut pas de la Formule 1 au Mans. Et c'est ça. Et deuxième raison, c'est l'homologation du circuit. Vu que le circuit est uniquement grade 2, alors que pour accueillir la Formule 1, il faut le grade 1, et qu'on n'a que 2 circuits en France qui sont gradés 1, qui est du coup le Manicourt et le Paul Ricard. Déjà que Manicourt soit gradé 1, ça... Bah, alors, faut savoir qu'ils ont fait quelques améliorations au niveau sécurité. Le PC vidéo, le PC piste a été entièrement refait cette année. Il y a eu quelques améliorations, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de boulot à faire niveau spectateur, parking et pit building en particulier. Voilà. Après, oui, si on accepte Zandvoort, je pense qu'on peut accepter Manicourt. Mais, Voilà, exactement. Si on accepte Spa-Francorchamps, on peut accepter aussi Manicourt. Spa-Francorchamps, je le rappelle, qui a une dérogation pour avoir son grade 1 à cause de 4 mètres ou 7 mètres. Je sais plus, tu avais posé la question la semaine dernière. 4, voilà. Et Manicourt, pas Manicourt, pardon, Monaco, qui lui aussi a une dérogation, vu qu'il est trop court, celui-ci. Mais c'est pas pour des questions sécuritaires, pour le coup. Oui, pour le coup, oui. C'est quoi l'histoire de Spa? Je suis pas au courant. Alors, un circuit pour être de grade 1, alors j'ai plus la distance minimum du tracé du circuit sur un tour. Je crois que c'est 3 km. Non, c'est... Je sais plus. Je crois que ça doit être 300 mètres de plus que Monaco. Enfin, c'est un truc comme ça. C'est un truc dans le genre. En fait, pour être grade 1, un circuit a une longueur minimale à faire. Enfin, un tour de tracé doit avoir une longueur minimale et une longueur maximale. La longueur maximale étant de 7 km, le circuit de Spa-Francorchamps ayant un tracé de 7 km 4 et 4 mètres. D'accord. Donc le circuit de Spa-Francorchamps a une dérogation de la FIA pour être grade 1 à cause de ces 4 mètres de distance en trop. Vas-y. Alors, ouais, Monte-Carlo fait 3,3 km. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on faisait 100 tours à Monte-Carlo, parce qu'il faut faire les 300 et quelques kilomètres de course. Et maintenant qu'on est descendu à 78, c'est le seul Grand Prix qui fait pas du tout ça. On est à 260 km pour la durée de la course. C'est d'ailleurs pour ça, depuis quelques années, que je milite pour le retour des 100 tours de Monte-Carlo. Je me dis, quitte à se faire chier, autant se faire chier pendant 100 tours. Parce que, non, mais il y a un truc de symbolique dans les 100 tours. Et en plus, tu forces un peu plus la fatigue, l'erreur, la stratégie, toutes ces choses, quoi. Et tu rajoutes un arrêt au stand, potentiellement. Ouais, voilà. Rallye 50 qui demande des pots, Pau c'est pareil, hein, c'est pas du tout homologué pour oui, non. Ça passerait pas du tout. J'avais eu une petite question intéressante. Alors oui, il y avait Laurentin qui faisait une remarque. La chicane dans l'épingle au milieu du circuit, ça fait ancien tracé d'Abu Dhabi un peu. En y réfléchissant, je suis un peu d'accord, ouais, mais l'épingle, je la trouve peut-être un peu moins serrée que c'était le cas à Abu Dhabi, donc je pense que ça donne plus d'opportunités pour amener plus de vitesse et du coup de différentiel de vitesse. Et j'ai pas du tout... Ah voilà, j'ai retrouvé, c'était Cléo Drake. Comment ça se fait qu'un pays comme la Hongrie a un super circuit vu qu'ils n'ont aucun pilote notoire? Alors, qui veut un cours sur le Grand Prix de Hongrie? Je veux pas un cours.
parce que voilà. Juste, pour moi, il n'y a qu'un seul mot qui me vient en tête pour répondre à cette question, la culture du sport auto. Ouais. Culture. Alors, faut savoir qu'à l'époque, c'est arrivé en 86, le Hungaroring, je sais plus, quelque chose comme ça. C'était Bernie qui voulait avoir son Grand Prix en Russie. Raisons politiques, tout ça, machin, briser le rideau de fer. Et pour des raisons politiques, ça n'avait pas pu se faire à la dernière minute. Et du coup, il s'est rabattu sur la Hongrie. Énorme surprise, lorsque le Hungaroring a ouvert et qu'il y a eu la première course, il y a eu une foule de malades qui s'est pointée et les gens ont adoré ça. Et chaque année qu'il y avait un Grand Prix, il y avait un public de malades. Donc, ça n'a pas développé une culture énorme de pilote automobile. Mais je crois que Kubica, c'est là qu'il avait vu son premier Grand Prix de Formule 1, justement, notamment, et qu'il n'avait pas aimé ça parce que ça faisait trop de bruit, et finalement, il est devenu vainqueur en Grand Prix. Mais ça n'a peut-être pas développé une énorme culture au niveau des pilotes, parce que derrière, pour faire des pilotes, c'est con, hein, mais il faut les pistes de kart, il faut les bonnes académies, il faut tous ces trucs, tout ça. Et là, c'est encore un autre sujet de discussion. Là, on pourrait parler par exemple de la France, qui n'a pas de Grand Prix, mais qui est peut-être le meilleur pays à l'heure actuelle dans la formation des jeunes pilotes, tout ça. Et du coup, la Hongrie, il y a un public qui est extrêmement passionné, et du coup, les gens, ils viennent, ils en raffolent, et c'est pour ça qu'il y a du monde. Puis il n'y a pas que la Formule 1 non plus, parce qu'en Hongrie, il y a beaucoup de tourisme, de voitures de tourisme, et du coup, par conséquent, il y a du C'est bien GT placé aussi. Et c'est en Europe relativement bien placé, avec les championnats alors européens qui y vont, les championnats alors russes aussi, il y a quelques championnats russes, je crois, qui y vont, et éventuellement peut-être des championnats ouesto-asiatiques. Je sais pas s'il y en a beaucoup, mais les 1 ou 2 qu'il doit y avoir peuvent aussi aller là-bas. Donc, je crois que les camions, ils vont aussi. Oui, tout à fait, ouais. Championnat d'Europe de camions. Les championnats de camions, ils vont aussi, ouais. Bonsoir, Chira. Ah, génial. On m'entend pas. Vas-y, finis d'avaler ton kebab et ensuite tu diras bonjour. Pourquoi pas un circuit urbain à Paris entre le Louvre et la Tour Eiffel? Anne Hidalgo en PLS. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est politique, et puis en plus, non, je pense que politique, travaux, c'est un on a eu la Formule 1, hein, tu remplaces le. En France, on a des vrais circuits, qu'on reste sur les vrais circuits, c'est très bien. On n'a pas besoin. Faut arrêter avec les circuits urbains. Non, t'entends pas, Chira. Non, je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec Mick. Les circuits urbains commencent à bien faire de foutre tout ça dans une ville, sachant que sur un circuit urbain, même en point de vue, pour moi, financier, tu peux pas déplacer autant de personnes que sur un circuit créé pour ça, comme Ménicourt pour Ricard, où tu as des immenses tribunes, des gradins de partout. En ville, t'es vite bloqué. Donc ça veut dire que si tu fais en ville, tu vas vouloir faire select, donc tu vas faire des places hyper chères pour qu'il y ait juste très peu de personnes qui puissent voir ça. Très peu de personnes qui s'en foutent, et que les Parisiens, de toute façon, ils sont tout le temps en train de gueuler. Donc si tu vas leur faire ça, ils vont gueuler. Déjà qu'ils essayent de dépolluer la Seine pour les JO, et on reviendra après, derrière, pour mettre de la gomme de Formule 1 sur des pavés et sur les champs. Alors non, il y aura, comme en Formule 1, un tarmac provisoire qui sera ajouté, mais qui est ultra polluant, et qui à lui seul polluera plus que les 50 ou 60 tours des Formule 1 sur le week-end. Mais du coup, après, peut-être qu'on pourra plus facilement décoller les personnes qui viendront se gluer les doigts dessus. Ah il y a juste à emballer le tout. Hein. Ouais, voilà. Peut-être tu enroules le tout, et puis voilà. Bon, je sais plus où qu'on en était, mais oui, le Hungaroring très bien placé, parce que chaque fois, c'est tout bête, mais on voit plein de drapeaux finlandais. À l'époque, bon, maintenant il y a Bottas, donc forcément il y a moins de monde, mais rappelez-vous, dans les années 2000 et tout, les fans de Raikkonen, venaient en masse pour le Grand Prix avec leur drapeau finlandais, tout ça. Oui, non, mais je le dis un peu de manière agressive, mais oui, Raikkonen et Bottas, c'est pas le même type de
de hype qui traîne derrière eux. Il y avait aussi, bien évidemment, à l'époque de Kubica, le public polonais qui était incroyablement passionné. Et bien sûr, on pense dernièrement aux Néerlandais qui envahissent aussi les tribunes. Et puis après, je connais pas les prix des places, mais ça doit sans doute être peut-être un des grands prix les moins chers de la saison en termes de billetterie. Ouais, il y a bien moyen, je pense. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple. Tu prends pour un Finlandais, c'est plus simple d'aller en Hongrie que d'aller en Azerbaïdjan ou même en Espagne. La Hongrie fait partie des 3 ou 5 grands prix les moins chers, de la saison. Ça joue aussi. Hein. Dernièrement, sur Twitter, j'ai vu l'an dernier c'était Jassem qui était allé, cette année c'est Zoubir. Donc, visiblement, et je vois aussi pas mal de Français qui y vont. Donc, c'est même à l'époque où il y avait le Grand Prix de France. Donc, c'est certainement un des Grands Prix qui est suffisamment abordable. En plus, ça te fait un petit voyage à l'étranger. Voilà. Plus que sympathique, je pense. Budapest est une jolie ville en plus. Donc, et pas si loin que ça. Oui. Ouais. Alors, c'est sûr que si tu le fais à Manicourt et que tu as un mec d'une écurie qui se dit et si on allait visiter Paris? Oui, il y a un petit peu de route. Nevers-Paris. Allez. Allez, on termine du coup la mi-saison à Spa-Francorchamps. Alors, ça fait bizarre quand même de terminer à Spa quand c'est synonyme de rentrée, mais on va s'y habituer, je pense. Retour aux Pays-Bas, Monza, aussi des classiques. L'Azerbaïdjan qui revient un peu en fin de saison, quoique il y a jamais vraiment été, je crois, en fin de saison. C'était plus généralement sur la période au plus tard de juin. C'est l'Azerbaïdjan, Singapour, c'est Singapour. Et puis la petite tournée américaine qui est sympathique, je trouve. Austin, Mexico, São Paulo. Donc toujours un petit tour sympa sur le continent. Et ensuite, on terminera du coup avec Las Vegas. Alors ce sera la surprise cette année, Vegas. Et ensuite, retour au Qatar. Il n'y est pas cette année, le Qatar. Pas à Losail, en tout cas. Il vient justement cette année. Il n'était pas l'an dernier. Oui, c'est ça. Je me mélange 2023-2024. Ouais. Bon, bah. Là, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Qu'est-ce que tu disais, Auré? Non, je disais que Losail était pourri, si jamais on me demandait notre avis dessus. En même temps, c'est un circuit de moto, donc bon... J'allais dire, il est très bien pour la moto. Ah oui, c'est sûr. Moto, très bien, mais F1... Moi, je l'aime bien. Mais bon, voilà. Il m'avait gardé un bon souvenir, alors... C'est dégueulasse à regarder, parce qu'il n'y a rien à part du sable. Mais les tours en Formule 1, j'avais beaucoup aimé voir ça. Même s'il n'y avait que le premier secteur le dimanche qui était fun en course. Sera la suite. De toute façon, je crois que Losail, c'est une solution un peu temporaire, comme Jeddah est une solution temporaire depuis 3 ans et pour les 10 prochaines années. Donc voilà, et puis Abu Dhabi, c'est Abu Dhabi, on termine la saison là-bas. C'est pareil, c'est devenu une habitude que je trouve assez sympathique. De toute façon, Verstappen sera déjà champion, Red Bull sera déjà champion. Une petite course d'exhibition pour se dire au revoir sans trop d'enjeux, ça fait plaisir. À peu près, il y aura peut-être au moins 6 courses à la fin de la saison qui sont des courses d'exhibition si on compte le championnat. Ouais, mais il y a Interlagos, et Interlagos, c'est toujours un bon Grand Prix.